Très bien. Alors, merci à tous d'être présents. Donc, je vais parler aujourd'hui de WireGuard, qui est, comme l'indique le logo ici à l'écran, est un VPN rapide, moderne et sûr. Euh, c'est un VPN Layer 3, donc on ne peut pas bridger les interfaces WireGuard entre elles. Les buts du projet et un peu en réaction aux solutions existantes qui étaient surtout OpenVPN ou bien IPsec, c'était d'avoir une solution simple de configuration. Euh, Aussi, et en particulier comparé à OpenVPN, de maintenir une base de code la plus petite possible, donc de ne pas supporter un nombre incalculable de protocoles, de variantes, de combinaisons possibles, d'être rétrocompatible avec les versions depuis 10 ans, mais de maintenir le code le plus petit possible pour qu'il soit facilement auditable, que la surface d'attaque au final du VPN soit la plus petite possible. Euh, un des autres choix de design, c'était la performance. Donc la première implémentation de WireGuard, c'est sous forme d'un module kernel pour Linux. Donc plutôt que de faire toutes ces parties cryptographiques en user space, c'est fait en kernel space, donc un gain de performance. Par la suite, certaines implémentations ont été écrites en user space pour les porter sur d'autres systèmes, comme on le verra. Mais malgré tous ces avantages, un point important à souligner, c'est que le code est encore considéré comme expérimental. Il n'y a pas eu de release officielle de WireGuard. C'est essentiellement sous forme de snapshot environ tous les mois, peut-être 2 mois ou quelque chose comme ça. Un snapshot qui est tagué, mais étant donné que ce n'est pas des releases officielles, il n'y a pas de CVE, donc les problèmes de sécurité ne sont pas considérés des problèmes de sécurité au même titre qu'un logiciel qui serait stable. Donc à utiliser un peu à vos risques et périls, mais voilà, gardez ça à l'esprit si vous pensez utiliser WireGuard. Donc le projet de manière générale, le site web est à l'écran. Ça a été donc le projet est relativement récent, 2015. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, l'implémentation de référence, c'est celle sous Linux, le module kernel. Et puis il a été porté sur essentiellement toutes les autres plateformes euh, sous forme d'un binaire user space écrit en Go. Et relativement récemment, Cloudflare a lancé leur propre projet d'implémentation de WireGuard. Ça, c'est pas nécessairement passé de la manière la plus diplomatique possible, parce qu'ils ont un peu lancé dans leur coin leur propre implémentation sous le nom de Boringtune. Le lien est aussi à l'écran. Euh, et Jason, donc le développeur principal, leur avait proposé de lancer leur projet, mais upstream, et puis de faire partie du projet officiel WireGuard. Mais j'imagine pour des raisons commerciales de leur côté, ils voulaient avoir le contrôle du code base, en tout cas dans un premier temps. Donc pour l'instant, c'est un projet qui est séparé. Il y a des chances que à l'avenir, les deux se rejoignent, ou bien que sous une forme ou une autre, une partie du code de Boringtune devienne une implémentation officielle en Rust de WireGuard. Un autre point à souligner, donc j'ai dit que c'était un module du noyau Linux, mais qui n'est pas encore présent dans Linux Mainline. Euh, En revanche, la plupart des distributions fournissent des paquets, soit dans la distribution de base, c'est le cas de Debian Testing, soit via des canaux annexes, les PPA sous Ubuntu ou similaires. Donc au niveau de l'expérience utilisateur, ça reste relativement simple à installer sous les distributions modernes. Euh, Certains providers de VPN commerciaux ont déjà adopté WireGuard, de nouveau à titre expérimental, mais ça veut dire que si vous voulez utiliser un VPN pour l'ensemble de vos connexions Internet et que vous ne voulez pas maintenir vous-même un serveur, des solutions commerciales existent. Et puis,
Beaucoup d'améliorations sont encore listées sur la to-do list. On peut peut-être jeter un coup d'œil si toutefois. Oui. Donc voilà le site de WireGuard. Et puis un peu les idées qui sont en cours de peut-être être implémentées, etc. Donc vous voyez que c'est pas la motivation qui manque de faire des choses un peu nouvelles. Pas tout qui est activement développé actuellement, mais ça vous donne un peu une idée du fait que le projet est effectivement encore assez actif. Oups, on revient à zéro. Voilà. Au niveau cryptographique, donc, je mentionnais que le but n'était pas de supporter toutes les primitives cryptographiques possibles et imaginables, que chacun puisse faire un petit peu sa sauce. Donc je ne veux pas rentrer énormément dans les détails, mais vous pouvez voir les noms qui sont listés, c'est effectivement un peu les technologies qu'on considérait être de la cryptographie moderne. Et il n'y a pas de variation possible. Actuellement, c'est les seuls primitifs de cryptographie qui sont supportés sur WireGuard. Je réalise que je ne suis plus en plein écran. Mais évidemment, le protocole a quand même été prévu pour pouvoir, s'il s'avère qu'une de ces technologies contient des vulnérabilités fondamentales, qu'elle puisse être substituée par des primitifs plus sûrs. Mais à ce moment-là, l'idée serait de rapidement déprécier les primitives précédentes pour pouvoir continuer à ne maintenir qu'un seul set de paramètres. Alors pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails du protocole, un des gros avantages par rapport à de niveau, pour ne pas le nommer OpenVPN, c'est la façon dont WireGuard gère les handshakes. Donc le moment où le client va se connecter pour la première fois au serveur, et ensuite à chaque fois pour renouveler les clés, parce elles sont régulièrement renouvelées pour assurer la perfect forward secrecy. C'est que ce processus de handshake est très très léger, donc il se fait extrêmement rapidement, et de nouveau, on le verra dans la seconde partie, parce que je vais un peu montrer concrètement comment fonctionne WireGuard. Mais du coup, on ne doit pas passer par cette étape de on établit d'abord la connexion avec le serveur VPN, où il y a une longue négociation qui doit être faite, beaucoup d'informations qui sont échangées, pour enfin avoir une connexion qui ensuite potentiellement pourrait être perturbée par des changements sur le réseau et qui devrait être réinitialisé, qui signifie beaucoup de pertes de paquets, etc. Dans le cas de WireGuard, le handshake se fait essentiellement par l'échange de deux paquets. Donc le client qui envoie un paquet au serveur, le serveur répond par un paquet, et le paquet suivant, qui provient du client, contient déjà les données du paquet encapsulé. Donc c'est extrêmement léger et du coup vraiment transparent du point de vue de l'utilisateur. Donc quelques points ici que je mentionne, on les verra dans le détail justement de cet échange de paquets. Un des autres points à mentionner, c'est aussi que la façon dont le serveur agit quand il reçoit des paquets de la part de qui que ce soit, en fait, parce qu'il n'a aucune idée si c'est un client autorisé ou pas lorsqu'il reçoit le premier paquet, c'est de fonctionner dans un mode où il ne donne aucune information dans le cas où le paquet n'a pas pu être authentifié. Donc ce n'est pas un client que le serveur connaît. À ce moment-là, il n'y a absolument aucune réponse. Vu que le protocole est basé sur UDP, ça veut dire que si vous avez un serveur qui tourne WireGuard sur un port quelconque, personne ne pourra savoir que ce serveur supporte WireGuard, sauf un client autorisé, parce que le serveur ne va jamais répondre quoi que ce soit à un client qui se connecte de façon sans avoir les clés cryptographiques nécessaires. Donc ça a cet avantage supplémentaire de niveau par rapport soit à des VPN basés sur TCP, où il y a forcément un handshake qui doit se faire, soit d'autres qui vont quand même retourner une erreur en cas de problème. Dans le cas de WireGuard, il n'y a vraiment aucune information qui est révélée à des utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs authentifiés. Alors,
De nouveau, sans rentrer complètement dans les détails, c'est à ça que ressemble le premier paquet qui est envoyé par le client vers le serveur. Donc le client, dans l'occurrence, étant la machine qui va initier la connexion. Il n'y a pas réellement, du point de vue de WireGuard, de distinction qui est faite entre un client ou un serveur, à part le fait qu'il y en a un des deux qui doit initier la connexion. Donc, il y a quelques champs, le type de message, certain nombre de bytes qui sont réservés pour justement les évolutions futures du protocole. Et puis, peut-être ici, le point important à souligner, c'est le fait que ce message incorpore un timestamp, qui est précisément le moyen d'éviter les replay attacks. Ça veut dire que le serveur ne va pas accepter de paquets s'il a déjà vu des paquets avec un timestamp plus récent de la part du client. Donc, si un attaquant a capturé le premier paquet qu'un client envoyait au serveur, mais que ce client-là a entre-temps communiqué avec le serveur, ce paquet-là sera tout simplement ignoré. Est-ce qu'il faut aussi que si la cloque de ton laptop est fausse, qui marche? Exact, exact. Je ne sais pas quelle est la sensibilité à ça, mais Ah ouais, pas mal, ouais. Moi ouais. j'ai eu clairement ce problème. Ouais. Je ne sais pas pour ceux qui sont en ligne si vous avez entendu ce que François a dit. Non. Alors il disait que c'est à cause de ce timestamp aussi que si l'horloge est fausse sur le client, il y a évidemment des problèmes de connexion qui se passent quand on essaie de communiquer avec le serveur. Le deuxième paquet, donc la réponse du serveur au client, ressemble énormément à ça, contient aussi les informations nécessaires pour établir les clés d'encryption pour la suite des communications, qui seront des clés d'encryption symétrique. Avec un index aussi dans les paquets, étant donné que de nouveau c'est un protocole UDP, donc il peut y avoir des paquets qui arrivent dans le désordre, et ce genre de choses. Et finalement, le paquet suivant, comme je le disais, c'est un paquet qui contient directement les données donc du paquet encapsulé, avec un petit header, toujours, le type de message, un compteur, et puis le contenu du paquet qui est encrypté avec les clés qui ont été négociées dans la première partie du handshake. Et donc, comme on l'a vu que les paquets de WireGuard lui-même doivent contenir un certain nombre d'informations nécessaires au protocole, ça veut dire que forcément, il y a un certain overhead sur la taille des paquets. Donc, généralement, comme on va le voir dans un instant, le MTU qui est défini sur les interfaces WireGuard est inférieur à ce qui est devenu le standard de 1500. Et donc pour voir pourquoi la valeur qui est choisie, donc il est généralement fixé à 1420 par défaut, le MTU d'une interface WireGuard. Et la raison pour cette taille, c'est essentiellement le pire cas possible, c'est-à-dire dans le cas où on utilise IPv6, donc 40 bytes qui seront utilisés pour le header IPv6, les 8 bytes, 4 bytes, 4 bytes et 8 bytes qu'on voit ici correspondent à cette partie-là du header qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, le paquet lui-même et finalement 16 bytes qui authentifient le contenu du payload encrypté. Donc si vous faites la somme de tout ça avec les 40 bytes d'IPv6, on arrive bien à 80 bytes de différence par rapport au paquet lui-même, qui lui doit se trouver là-dedans. Donc le MTU est réduit de 80. Si on sait qu'on n'utilisera que IPv4 à travers le tunnel WireGuard, on peut gagner 20 bytes dans chaque paquet et puis mettre manuellement le MTU à 1440. Dans quelle mesure ça a une différence dans le monde réel ça, je vous laisserai faire vos propres tests. Donc voilà, j'ai prévu de vous montrer maintenant un petit peu comment se passe le setup, alors spécifiquement sous Linux, mais j'imagine que ça n'est pas trop compliqué de généraliser à d'autres plateformes. S'il y a déjà des questions à ce stade, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à m'interrompre dans la deuxième partie. Et
si rien ne marche, eh bien, on finira un petit peu plus tôt que prévu. Donc, déjà, le client répond, le serveur répond, ok. Donc le réseau est up. Donc j'ai pour l'instant à l'écran sur ma gauche et votre gauche le client WireGuard et puis à droite le serveur. Donc côté serveur, on regardera comment les choses sont configurées peut-être dans un deuxième temps. Je vais commencer par me concentrer sur la partie client, donc en supposant que le serveur est déjà en place. Donc les deux sont des machines Debian c'est une Debian stable, mais les paquets WireGuard sont disponibles uniquement dans testing, donc j'ai activé aussi testing. Pardon? Dans Buster, non. Non, je crois que les paquets WireGuard eux-mêmes, on peut vérifier. On peut aller ici. WireGuard. Donc, ouais, dans testing, il y a les paquets qui s'y trouvent. Qui ne sont pas encore installés sur le client, parce que je fais la démo alors depuis from scratch. Hein. Donc, allons-y, commençons par ça. Donc, pour installer WireGuard, vous avez besoin de deux choses sous Debian. Le paquet WireGuard, qui est en fait un méta-paquet qui va dépendre de la partie DKMS, donc le module noyau et tout ça, et puis aussi des outils WireGuard. Puis n'oubliez pas d'installer, je me fais chaque fois avoir, les headers Linux, parce que sinon le paquet DKMS va remarquer que les headers ne sont pas disponibles, il ne va rien compiler, vous n'aurez pas de module WireGuard, et il n'y a rien qui va marcher. Donc, vous avez besoin d'installer ces deux paquets, qu'on va faire rapidement. J'espère. Voilà. Et à la suite de l'installation de ces paquets, donc évidemment vu que je l'avais déjà fait pour tester, ça allait relativement vite. Mais on devrait maintenant avoir, j'imagine que c'est déjà chargé, un module WireGuard. Ah ben non, pas encore. Alors c'est très bien. Du coup, la première chose à faire pour configurer votre client WireGuard, ça va être de créer une interface qu'on va appeler VG0 pour WireGuard, qui est de type WireGuard. Peut-être, vu qu'on n'a pas besoin du serveur actuellement, je vais mettre en plein écran la fenêtre du client. Voilà, et probablement que maintenant, effectivement, le module a été chargé automatiquement et puis je me retrouve avec, sur ma machine, une interface VG0 qui pour l'instant est down et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, son MTU par défaut est à 1420. À ce stade, l'interface existe, mais il n'y a absolument rien qui est configuré du point de vue du VPN WireGuard. Et pour configurer cette interface et lui donner les informations nécessaires pour WireGuard, la commande qu'on utilise, c'est cette commande qui s'appelle VG. On peut regarder ce qu'il voit actuellement, donc il voit juste une interface VG0 mais qui n'a aucune configuration. Et puis, la première chose à faire, ça va être de générer les clés nécessaires pour authentifier le client auprès du serveur. Et ça se fait de cette manière. Toujours avec cette commande VG, faites GenKey et ça vous sort une clé, la clé privée en l'occurrence, qui est sous cette forme base 64. C'est un peu la partie délicate dans la configuration parce qu'il n'y a pas vraiment visuellement de différence entre une clé privée ou une clé publique sous WireGuard. La façon dont on obtient la clé publique à partir de la clé privée, c'est de la passer en argument de nouveau à VG et puis cette fois-ci on lui demande la clé publique et là c'est la clé publique qui correspond à la clé privée que j'ai générée avant. Mais vous voyez que c'est facile de se mélanger les pinceaux et puis de se retrouver à utiliser la clé privée en lieu et place de la clé publique et vice versa. Donc faites attention à cette étape-là. Et une fois que vous avez générer votre paire de clés, clé privée, clé publique, la configuration se met a priori où vous voulez, mais traditionnellement dans
/etc wireguard et puis le nom de l'interface .conf. Donc en l'occurrence, j'ai déjà généré une clé privée, donc je la configure ici dans la section interface de la configuration, donc celle que j'ai générée à l'instant avec VG Genkey. Et puis je configure ensuite un peer, donc en l'occurrence le serveur auquel je vais vouloir me connecter. Donc ici, vous allez avoir l'adresse qui est ici un nom de domaine raccourci, mais ça peut être une adresse IP, IPv4, IPv6, n'importe quel nom de domaine que la machine cliente peut résoudre. La clé publique du serveur, et puis cette section Allowed IPs, qui va un tout petit peu au-delà de simplement ce qui est autorisé comme adresse IP ou pas, mais qui va surtout être utilisé si vous avez plusieurs peers. Donc c'est généralement pas le cas d'un client, mais un serveur va généralement avoir plusieurs peers parce que plusieurs clients peuvent se connecter au même serveur. Et c'est cette valeur allowed IPs qui va permettre au serveur de savoir vers quel client il est censé renvoyer les données en fonction de la clé publique qu'il connaît pour chacun de ses serveurs. C'est comme ça qu'il prend sa décision de routage. On verra ça tout à l'heure. Donc en l'occurrence, ce que je veux faire, c'est autoriser absolument toutes les IP à passer à travers ce tunnel WireGuard, toutes les IPv4 et toutes les IP V6. Très bien. Et côté serveur, évidemment, si je regarde ici, show conf g0, j'ai ma clé privée qui correspond à la clé publique que j'ai mise de l'autre côté, et puis j'ai ici la clé publique du client, et puis les IP que j'autorise, cette fois-ci dans l'autre sens. Le endpoint, c'est pas moi qui l'ai configuré, c'est WireGuard qui l'a appris parce que je me suis déjà connecté. Donc revenons sur le client. Maintenant, j'ai toujours mon interface VG0 qui est down et qui n'est pas configurée quand je fais ça. Donc pour appliquer maintenant la configuration que j'avais tout à l'heure, je fais un setconf sur l'interface VG0 en utilisant le fichier de configuration que je viens de vous montrer. Et cette fois-ci, quand je fais un show, j'ai bien les informations de tout à l'heure. Donc les allowed IPs, l'endpoint qui a résolu vers cette adresse IP publique, et puis l'adresse, la clé publique pardon, du serveur. Donc on y est presque. Il faut maintenant que j'ajoute une adresse à mon interface, qui pour l'instant n'en a pas. Donc je peux rajouter, alors commençons par ajouter une adresse V6. On va aussi rajouter une adresse V4 à l'interface, et puis ensuite mettre l'interface up, qui devrait normalement maintenant voilà, apparaître ici dans la table de routage. J'ai bien une route vers le /24 que j'ai configuré dessus, qui pointe vers VG0. Et si je reviens maintenant du côté serveur, qui se trouve ici, j'ai aussi une interface VG0 qui, elle, a l'IPv4 172.16.0.1. Donc si, depuis le client maintenant, si tout a fonctionné, suspense, voilà, incroyable. Je suis capable de pinguer l'adresse du serveur, et pour montrer que c'est pas... voilà, je reçois effectivement des paquets ICMP sur mon interface WireGuard côté serveur, donc ils passent bien à travers le tunnel, et du coup, le tunnel fonctionne. Donc vous voyez que j'ai absolument pas dû faire de configuration pour initier la connexion elle-même. La configuration, si maintenant je fais le VG show que je faisais tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une différence, c'est que maintenant il y a eu un handshake qui s'est fait il y a 35 secondes. Donc au moment où j'ai lancé le ping, c'est le moment où ce premier handshake s'est fait. Donc quand le premier paquet doit passer à travers cette interface, c'est là qu'est établi le tunnel. Et puis, bon, vous avez le résumé des données qui sont transférées. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Très bien. Et puis, donc là, je
peut pinguer pour l'instant l'IP qui se trouve sur l'interface VG0. En revanche, vu que mes routes par défaut continuent de passer par mon interface physique, bah, mon trafic Internet, lui, ne passe pas à travers le tunnel. Et là aussi, il y a une approche qui n'est pas réservée à WireGuard, mais qui est assez intéressante du point de vue des problèmes que posent habituellement les VPN du point de vue du routage. C'est que si maintenant je veux remplacer ma route par défaut par une route par défaut qui passe à travers le tunnel, j'ai toujours ce problème que les paquets de WireGuard lui-même se retrouveraient routés à travers le tunnel, puis vous avez cette espèce de boucle qui fait qu'il n'y a plus aucun trafic qui passe et puis que vous vous êtes coupé la connexion. Donc l'approche qu'on utilise généralement avec ces setups WireGuard, il y en a deux possibles. On va voir celle qui est d'abord basée sur le rule-based routing. Et ça consiste en tout d'abord créer une table de routage séparée pour tout ce qui concerne le trafic qui devra être routé par WireGuard. Donc ça, vous le faites de cette manière. Voilà, je rajoute dans une table spécifiquement, donc au lieu de rajouter dans la table de routage principale, je rajoute ça dans une table que j'ai appelée ici WireGuard, une route par défaut à travers l'interface. Quand je fais ça, je n'ai pas coupé ma connexion, j'ai toujours accès à Internet parce que ça se trouve dans une table de routage séparée. Si je fais un IP route, elle n'apparaît pas. En revanche, si je fais un IP route show table WireGuard, j'ai ici ma route par défaut. Et puis ensuite, pour dire à Linux que vous voulez router uniquement les paquets qui ne proviennent pas de WireGuard lui-même, mais à travers cette table de routage-là, c'est là qu'on va rajouter une règle qui va nous dire, alors, je sens que je vais me couper la connexion à mon client, mais on va y arriver. Et il faut juste que je réfléchisse à l'ordre dans lequel je fais les choses. De toute façon, j'ai une console série. Allez, allons-y comme ça. J'expliquerai dans un instant à quoi sert cette règle. Et puis, on va ensuite rajouter... Ah, oh, ce que j'ai oublié. La façon dont on va définir quels sont les paquets qui appartiennent à WireGuard, c'est qu'on va les taguer avec une marque de firewall. Ce VG7 sur VG0, ça peut être n'importe quel chiffre. Ici, j'ai choisi 0xF. Donc, à partir de là, tous les paquets qui sont émis par WireGuard contiennent cette marque firewall. Et je peux ensuite ajouter une règle qui dit que tous les paquets qui ne matchent pas cette marque de firewall doivent passer par la table de routage WireGuard. Alors, suspense. C'est à ça que sert la console série connectée ici. Donc si j'inspecte mes règles, qu'est-ce qui s'est passé de faux? C'est qu'elles devraient être dans l'autre ordre. Exact. Alors, pas de panique. Effet démo en action. C'est laquelle que je vais enlever? C'est celle-ci. Hop, et puis je la rajoute. Voilà. Est-ce que je récupère la main? Pas tout de suite. Pendant qu'on attend que... Ah, bah si, il s'est remis de ses émotions. Alors, maintenant qu'il s'est remis de ses émotions, explication a posteriori de ce qu'il aurait fallu ne pas faire. Donc, les règles qui sont listées ici par IP Rule définissent, et elles sont ordonnées, j'aurais peut-être dû explicitement spécifier la préférence des règles, qui est la valeur qui se trouve ici à gauche. Par défaut, il va toujours les rajouter dans l'ordre, les stacker dans l'ordre où vous les rajoutez. Et donc ces règles définissent
quelle table de routage va être consultée en fonction des critères qui sont sur cette ligne. Et donc cette première ligne que j'aurais dû rajouter au-dessus de la règle WireGuard, ce qu'elle dit, c'est que lorsque on entre dans la table de routage principale, main, celle qu'on voit comme ça, on va ignorer toutes les routes qui ont une taille de préfixe 0. Autrement dit, on va ignorer la route par défaut. Donc quand j'arrive dans cette première règle, je rentre dans la table de routage ici. Cette règle n'existe pas parce que je l'ignore. Et du coup, j'ai uniquement ces deux règles qui existent. C'est ce qui me permet d'être connecté en SSH sur mon client parce qu'elles vont être prises en compte. En revanche, si aucune route ne match, comme c'est le cas par exemple si j'essaye de pinguer 8888, alors je sors de cette règle-là. J'arrive dans la suivante qui, elle, me dit « Ah, tout ce qui ne matche pas cette marque Firewall 0xF, alors il faut aller chercher dans la table WireGuard, qui est celle-ci, avec une route par défaut qui passe par VG0. Et en effet, si on regarde, get, quand je consulte la table de routage pour savoir où il va router 8888, je vois que cette fois-ci, je passe par VG0. Et donc ce setup, si on arrive à le faire juste du premier coup, il a l'avantage qu'on a vraiment un critère très précis sur quels sont les paquets qui doivent être routés hors du tunnel et quels sont ceux qui vont dans le tunnel. On ne doit pas commencer à mettre manuellement l'adresse IP du serveur quelque part dans la table de routage pour en faire une exception. Même si cette IP venait à changer en cours de route, il n'y a absolument aucun changement à faire au niveau de la table de routage. Une fois que ces deux règles sont en place et que la table de routage WireGuard contient cette route par défaut, tout peut changer au niveau du réseau. On peut avoir du DHCP qui fait que notre adresse change en cours de route. L'adresse du serveur peut changer. Il n'y a rien à changer du point de vue de cette configuration. Donc c'est beaucoup plus élégant que de commencer à avoir des routes splittées ou des choses qui finalement dépendent d'un réseau 100% statique. OK? Oui? Est-ce que tu as prévu de montrer VG Quick aussi? Oui. Alors, pour les gens qui n'aiment pas taper ces 10 commandes comme ça. Exact. Donc, évidemment, je vous montre ici la procédure manuelle qui va peut-être refroidir certains d'essayer WireGuard, mais la plupart de ces commandes, et finalement, le résultat final sera le même si on utilise cet outil qui est packagé avec l'outil VG que j'ai utilisé jusqu'à présent pour faire la configuration. Donc c'est un script bash, enfin, shell, qui essentiellement automatise toutes ces opérations et qui vous permet en une commande de monter votre tunnel WireGuard, de configurer les routes qui vont bien, les règles qui vont bien, et potentiellement de ne pas vous couper l'accès à votre propre serveur en essayant de faire la configuration. Donc voilà, si vous voulez effectivement utiliser WireGuard en production, entre guillemets, c'est effectivement l'outil que les gens utilisent. Merci François. D'autres questions, commentaires? Non? Donc, il y a encore une chose que je voulais vous montrer par rapport à ces toujours problématiques de routage qu'on rencontre dans ce genre de setup VPN. Et qui, cette fois-ci, est vraiment, je crois, spécifique à WireGuard. En tout cas, je n'ai pas rencontré d'autres solutions de VPN qui supportaient ce type de réglage. Plutôt que de commencer à jouer sur des tables de routage séparées, ce qui est possible de faire avec une interface WireGuard, c'est de la déplacer dans un namespace réseau différent. Donc, soit de le faire de manière spécifiquement pour cette interface manuellement, comme je vais le montrer à l'instant, mais pensez aussi en termes de containerisation. Ça veut dire que vous pouvez créer des containers dont la seule interface existante au sein du container serait une interface WireGuard, donc tout leur trafic
doit être tunnelisé à travers le VPN. Et ils n'ont aucun moyen d'avoir un accès direct à Internet, par exemple, parce que l'interface se trouve dans ce namespace. Et la partie un peu magique qui fait que ça fonctionne, c'est que WireGuard se souvient dans quel namespace l'interface a été créée. Donc ici, j'ai cette interface VG0 qui existe dans le namespace par défaut, dans le namespace principal. Et cette information-là va rester dans l'esprit de WireGuard, même si l'interface est par la suite déplacée dans un autre namespace. Donc ça veut dire que tous les paquets que cette interface va créer et donc qui vont devoir être routés par Linux, ils seront routés dans ce namespace initial. Et en revanche, tous les paquets qui se trouvent dans le namespace de destination, dans lequel se trouve l'interface à la fin, eux seront routés à travers la table de routage du namespace. Donc pour voir comment ça se passe, c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit de setter sur cette interface le namespace. Oh, peut-être que si je crée le namespace d'abord, voilà. Donc je crée un nouveau network namespace qui s'appelle WireGuard. Ensuite, je déplace l'interface, pardon, VG0, non, NetNS WireGuard, voilà. Dans ce namespace, donc vous pouvez voir que maintenant l'interface ne se trouve plus, n'est plus listée par IP-Link, elle n'est plus dans le namespace principal. En revanche, WireGuard link. Voilà. Si je liste les interfaces qui se trouvent dans ce namespace WireGuard, je retrouve mon interface VG0, mais elle a perdu sa configuration. J'ai plus d'interface réseau et puis elle est down. En revanche, il faut probablement que je sois dans le namespace pour faire ça. Oui. D'abord le nom du namespace. Voilà, donc l'interface est toujours configurée du point de vue de WireGuard au sein de ce nouveau namespace. Par contre, il faut que je refasse sa configuration réseau. Donc, WireGuard. Donc, je remets l'IP qu'elle avait tout à l'heure. Je dois remettre. Si j'oublie la moitié des caractères, link 7 G0 up. Et maintenant, donc dans ce namespace là, WireGuard. Ah, pardon. C'était ça que je vais faire. Je peux pinguer. Non. Car, qu'est-ce que j'ai oublié? De mettre une route probablement. Elle a une adresse, elle est up. Oui, elle n'a pas de route par défaut. Add default dev vg0. Ah, ouf. Donc, j'ai maintenant, uniquement dans ce namespace-là, complètement séparé, cette interface WireGuard et tous les process qui vont être lancés dans ce namespace, pour eux, c'est le seul réseau qui existe. Donc, de nouveau, si on liste les interfaces présentes et les adresses qui sont présentes dans ce namespace, il y a uniquement cette interface VG0. Donc ça veut dire que vous avez vraiment le moyen de complètement confiner certains processus à WireGuard et de ne pas du tout interférer avec le reste de votre système. Donc ici, je le fais en ligne de commande, mais on pourrait très bien imaginer lancer Firefox dans ce namespace et puis avoir accès du coup au web spécifiquement à travers ce tunnel WireGuard. Si on a d'autres tunnels vers d'autres serveurs distants, c'est un moyen simple de séparer tous ces processus, de s'assurer qu'ils ont réellement accès uniquement à travers ce tunnel, sans devoir commencer à faire des choses extrêmement complexes au niveau de la table de routage.
voilà pour cette partie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, interventions là-dessus. Non. Juste encore mentionner une ou deux choses côté serveur, parce que je n'ai pas du tout montré la configuration de ce côté-là, mais rien de beaucoup plus compliqué. Une chose à mentionner, c'est que la WireGuard est supporté aussi par systemd Network Day et du coup, je crois, Network Manager de manière native. Donc, un des moyens de configurer vos interfaces WireGuard, c'est ce que je viens de montrer. L'autre serait d'utiliser, si je vais ici du côté serveur, c'est ce que j'ai fait. Si je vais dans /etc systemd network, vous pouvez voir que j'ai deux fichiers. Un qui s'appelle VG0 NetDev et puis l'autre VG0 Network. Et si je regarde à quoi ressemble... La syntaxe paraît très similaire, mais elle est légèrement différente. Du coup, dans VG0 NetDev, c'est tout ce qui va concerner l'interface elle-même. Donc vous voyez que ici, je définis son nom, que c'est une interface de type WireGuard. Et puis ensuite, on retrouve essentiellement les deux sections que j'avais côté client. Si je l'affiche ici, pour rappel. Donc, une qui définit la clé privée et puis l'autre les peers. Du côté du serveur, j'ai essentiellement la même structure ici dans la configuration de systemd Network Day, avec simplement en plus le port sur lequel WireGuard doit écouter. Dans toute la documentation de WireGuard, ils utilisent ce port 51820. Il n'y a évidemment aucune obligation d'utiliser ce port-là plutôt qu'un autre. Donc la clé privée. 53 qui est pas mal pour ça. François dit qu'il y a le port 53 qui est pas mal. Pour, Suite FixMe utilise le 53. D'accord, donc FixMe, le serveur WireGuard se trouve sur le port 53 par un pur concours de circonstances, j'imagine. Et puis, voilà, WireGuard Peer, cette fois-ci, définit la partie client. Donc, très similaire au niveau de la configuration. Et puis, la partie network, c'est simplement, cette fois-ci, il n'y a rien qui est particulier à WireGuard. C'est pour ajouter l'adresse IP v4 et l'adresse IPv6 sur l'interface elle-même, qui du coup est configurée effectivement de cette manière, avec ces deux-là. Voilà. Donc, oui. Petite question, quand tu fais la config avec systemd Network comme ça, tout le truc de table de routage et de règles, il est pas fait. Alors, effectivement, donc la question c'est, quand on fait cette configuration avec systemd Network Day, toutes les astuces de règles, de routage et de tables de routage séparées n'est pas gérée par systemd Network Day. Enfin, n'est pas géré. On peut évidemment le rajouter dans la partie, dans le fichier network, celui-ci que je montrais tout à l'heure. C'est tout à fait possible de rajouter une configuration pour les routes ou pour les règles. La dernière fois que j'avais essayé, tout ne fonctionnait pas. Typiquement, la règle de suppression du préfixe dans la table de routage principale, on ne pouvait pas le configurer directement de cette manière. C'est un petit peu la raison pour laquelle je l'ai fait du côté du serveur, où je n'ai pas eu besoin de faire toutes ces astuces point de vue routage. Là, j'ai pu utiliser systemd Network Day. Côté client, selon la complexité du setup, ce n'est pas forcément ce qui est le plus adapté. De même, de configurer l'interface WireGuard avec systemd Network Day pour qu'elle soit initialement dans un namespace, puis qu'ensuite elle se retrouve dans un autre, c'était pas possible. En tout cas, la dernière fois que j'ai essayé. D'autres questions, commentaires? Non? Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez envie de discuter après cette présentation d'un sujet ou d'un autre, si vous êtes curieux d'essayer WireGuard, en tout cas, je vous recommande d'expérimenter un petit peu par vous-même, parce que c'est vraiment par rapport à toutes les autres solutions VPN que j'ai eu le malheur de devoir utiliser, c'était de loin la plus simple. Alors avec toujours l'astérisque de
il n'y a pas eu d'audit formel du code et il n'y a pas encore de CVE ou de processus pour communiquer les vulnérabilités potentielles dans le code, mais du point de vue simplement de la simplicité d'utilisation, je vous recommande vivement de tenter votre chance. Merci à tous.